Alors il y a un truc que j'observe depuis 35 ans sur les marchés et hier soir, j'en ai eu la démonstration parfaite. Wall Street est capable de regarder brûler la moitié du Moyen-Orient tout en décontraction parce qu'il y avait les résultats de Google le même soir. Et je vous assure, je ne plaisante pas. Pendant qu'une guerre est en train de s'étendre sur les deux détroits par lesquels transite une bonne partie de l'économie mondiale, en plus du pétrole, pendant que le pétrole enchaîne sa 5e séance de hausse consécutive, pendant qu'une intelligence artificielle s'est littéralement échappée de son bac à sable pour aller pirater des serveurs toute seule, toute la finance mondiale, elle, retenait sa respiration pour savoir de combien de milliards Google allait augmenter son budget. Et je vous dis tout de suite, ce qu'on a appris hier soir, c'est peut-être le début de la plus grosse course à l'armement de l'histoire du capitalisme. Financier à crédit, bien sûr, sur une promesse que personne, mais alors personne, n'arrive à chiffrer. Je parle bien sûr du retour en investissement. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Ça vaut le coup de rester jusqu'au bout parce que le dernier sujet, celui de l'IA qui s'évade, ça va vous rappeler un film. I'll be back juste après le générique. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 juillet 2026. Alors hier, je vous avais promis une séance ennuyeuse, le genre de journée où on regarde la peinture sécher en attendant que Google vienne publier. Bonne nouvelle, j'ai tenu ma promesse, contrairement aux marges de Tesla. Mauvaise nouvelle, derrière cette séance pour rien, il s'est quand même passé des trucs énormes. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en mode poisson rouge, parce que le marché, lui, il n'arrive à regarder qu'un seul écran à la fois, qu'un seul sujet. Et cet écran, ce sujet, eh bien, il affichait Google Earnings. Alors, reprenons calmement, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose à reprendre fondamentalement, hein. Le Dow Jones n'a rien foutu, zéro. Il a fait le mort. Le S&P 500 a grignoté 0,14%, une bricole. Et le Nasdaq, il a lâché un demi% à la louche. Le seul moment un peu excitant de la séance, le seul frisson, c'était le Russell 2000 qui perdait presque 1%, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Alors, le Russell 2000, pour ceux qui débarquent, c'est l'indice des petites boîtes américaines, les small caps, c'est-à-dire le thermomètre de l'économie réelle, celle qui fabrique, qui vend, qui embauche pour de vrai. De là à dire qu'on commence à se méfier de l'économie réelle pendant qu'on adore l'économie du fantasme, il y a un pont que je ne vais pas franchir aujourd'hui. Mais gardez quand même ça dans un coin de votre tête, parce que ce pont, on y reviendra forcément un jour, surtout si le baril monte à 150. Donc, tout le monde retenait son souffle pour la clôture et la grande lessive trimestrielle parce qu'au fond, la vraie question de la semaine, elle tient en une seule phrase. Est-ce que les centaines de milliards qu'on balance dans l'IA rapportent finalement quelque chose? Ou alors, est-ce qu'on est simplement en train de construire la plus belle cathédrale de silicium jamais vue au monde en priant pour que quelqu'un finisse quand même justement par venir y prier? Alors Alphabet devait donner le ton et il l'a donné et c'est là que ça devient très intéressant. Sur le papier, clairement, c'est un carton, un vrai carton. Bénéfice par action 9,11$ quand les analystes en attendaient 2,88. 2,88$ par action, Google sort 4 fois plus. Pas 5, 4 fois plus. Alors moi j'ai une question toute simple. Quand tu vois ce que sont payés les analystes et qu'ils se plantent d'un facteur de 4, tu te dis que c'est vraiment une bande de clowns, non ? Eh ben en fait non, parce qu'il faut lire entre les lignes et relire les tout petits caractères en bas du contrat. Parce que là-dedans, dans ce bénéfice monstrueux, Google a additionné près de 100 milliards de plus-value comptable. Alors sur quoi, me direz-vous? Eh bien, sur les participations qu'il possède dans Anthropic et dans SpaceX. Traduction, c'est du bénéfice de gestionnaire de patrimoine, de trader, pas du bénéfice de moteur de recherche, pas du bénéfice de YouTube. C'est ton oncle qui te dit qu'il a gagné une fortune parce que l'estimation de sa maison a pris de la valeur mais qu'il a encore rien vendu. C'est virtuel, c'est purement théorique. Donc on va pas trop s'emballer là-dessus, surtout quand on voit la tronche de l'action SpaceX en ce moment. Le vrai morceau, le vrai truc de gras qui compte à l'intérieur de ces résultats, c'est le cloud. Plus 82% à 24,8 milliards, très au-dessus des attentes. Là, d'accord, peut-être que les analystes sont des clowns, finalement. Le carnet de commandes, 514 milliards
Et ça, c'est la preuve que la demande d'infrastructure IA est réelle. Elle se transforme en vrai revenu. La pub tient la route, YouTube dépasse les 11 milliards de revenus, Gemini affiche 950 millions d'utilisateurs par mois. La machine tourne, et elle tourne même terriblement bien. Alors la question, me direz-vous, c'est pourquoi le titre s'est fait démonter jusqu'à moins 5% after close. Et ça tient en un seul mot, CAPEX. Oui, les dépenses d'investissement. Google vient de relever sa prévision de dépenses d'investissement à près de 200 milliards pour l'année. 200 milliards, c'est du jamais vu dans l'histoire de Google. Et le trimestre affiche déjà un cash flow négatif de près de 6 milliards. Autrement dit, Google gagne des fortunes et il les brûle encore plus vite. Encore plus vite en pariant que toute la capacité de calcul qu'il construit aujourd'hui sera pleine à craquer demain. Voilà, on y est tout simplement, vous êtes à la clé de toute cette saison des résultats. Les 4 géants, Google, Microsoft, Meta, Amazon, avaient déjà annoncé jusqu'à 725 milliards de dépenses IA cette année. 725 milliards. Et si Alphabet donne le là, comme ça, cette somme va être révisée à la hausse la semaine prochaine, quand les 3 autres vont publier leurs résultats. La plus grosse course à l'armement de l'histoire du capitalisme est financée à crédit sur la promesse d'un retour sur investissement que personne n'arrive à chiffrer aujourd'hui. Ce sera le sujet de ces 2 prochaines années, et je ne suis pas certain qu'on va aimer toutes les réponses qu'on voudra bien nous apporter. Le message d'hier soir était plutôt simple et plutôt clair, le robinet reste grand ouvert. Génie visionnaire ou fuite en avant, l'avenir nous le dira. En attendant, Google devrait ouvrir en baisse de 2,5% cet après-midi. Et si vous trouvez que Google brûle du cash, attendez de voir le prochain, parce que là, on passe au grand spectacle. Elon Musk, Tesla, les chiffres du trimestre tant attendus. 28,24 milliards de chiffre d'affaires, plus 26%, plus de 100 milliards sur 12 mois glissants pour la première fois de l'histoire. Champagne! Non, attendez 2 secondes, gardez le bouchon fermé, pas tout de suite, rangez la bouteille, parce que sous le capot, ça sent quand même le disque de frein qui surchauffe et les plaquettes qui sont en train de fondre. Le bénéfice ajusté, 33 cents par action, quand on attendait 53. La marge brute s'est effondrée de 21,1% à 16,8% en un seul trimestre, et la marge opérationnelle est à 1,4%. 1,4%. Pour une boîte valorisée comme si elle allait coloniser l'univers, régner sur les taxis autonomes et envahir nos cuisines avec des robots humanoïdes, 1,4% de marge, c'est limite pathétique quand même. Et le pire arrive, pour la première fois depuis plus de 2 ans, Tesla annonce un free cash flow négatif, moins 1,1 milliard. Pourquoi ? Eh bien parce que Musk a décidé de dépenser plus de 25 milliards cette année. 25 milliards, c'est 3 fois plus que l'an dernier. Et où est-ce que ça part tout ça ? Eh bien dans les robots taxis, dans une usine de puces Terafab montée avec SpaceX et Intel, dans les batteries et surtout dans Optimus, le fameux robot humanoïde. Et c'est là que je lève la main. Parce que ces robots, ça coûte une blinde. On finance Optimus, le Cybercab, le robot-taxi, des méga-usines, pendant que le cœur du réacteur, vous savez, le truc de base qui est de vendre des bagnoles, voit ses marges fondre comme neige au soleil à cause des promos. Tesla a livré 480 000 véhicules, un record, plus 25%, et le titre recule quand même. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire que battre les records de livraison, ça ne suffit plus. Le marché avait acheté du rêve, et le rêve, là, il tourne gentiment au cauchemar. Et puis, il y a une question que personne n'ose formuler pendant la conférence, et pourtant elle crève l'écran, c'est: est-ce que Tesla est encore un constructeur automobile ou est-ce que c'est une start-up d'IA et de robotique qui traîne un business auto en guise de tirelire ? Non, parce que ça change tout. Si c'est de la robotique, alors arrêtez de juger Tesla sur les voitures, mais si c'est un constructeur automobile, alors 1,4% de marge et un cash flow négatif, là, ça commence à être un gros problème. Alors Musk, lui, il appelle ça, je le cite, la fantastique abondance. Ok, moi j'appelle ça un trimestre où on brûle du cash en priant pour que le futur arrive vite et si possible avant les créanciers. Bon, on va être honnête, il reste quand même 43,5 milliards dans la caisse, donc pas de panique immédiate, le bateau ne coule pas ce soir, mais le compteur, lui, il tourne et Tesla devrait ouvrir en baisse de 5% à 15h30.
Bon, on accélère un petit peu parce qu'il y a du monde au portillon. Alors, IBM, on survole parce qu'on savait que ce serait pourri et ce fut pourri. Mais il y a un détail savoureux. Big Blue avait fait un truc rarissime la semaine dernière. Ils ont fait un profit warning, la deuxième fois seulement de toute leur histoire. La première, c'était en 2008. Voilà, ça vous plante tout de suite le décor. Le titre s'était pris moins 25% la semaine dernière en une séance. Pire performance hebdomadaire de son histoire. 70 milliards partis en fumée. Et hier, revenu à 17 milliards, guidance raboté et le mainframe, le gros ordinateur historique, en chute de 42%. Et puis alors, tenez-vous, écoutez bien pourquoi, parce que c'est génial, quelque part. Les clients redirigent leur budget vers la mémoire avant que les prix ne flambent à cause de l'IA, bien sûr. Et surtout, Anthropic vient de sortir un outil pour moderniser le vieux code COBOL. Ce COBOL, c'était le fossé défensif d'IBM depuis 40 ans. Leur château fort, leur donjon. Eh bien, l'IA vient de percer une brèche dans le donjon. En 40 ans, personne n'y était arrivé. L'IA l'a fait en un outil. L'avenir d'IBM s'annonce très, très compliqué. ServiceNow, en revanche, là, c'est beaucoup plus intéressant. Bénéfice à 90 cents contre 86 attendus, revenu à 4 milliards plus 24%. Le titre a rebondi de près de 5% après avoir fini la séance à moins 6,5%. Mais le vrai truc, c'est le paradoxe et il est délicieux. ServiceNow facture au nombre d'utilisateurs par siège, sauf que l'IA agentique, les fameux agents autonomes, menacent précisément de remplacer les utilisateurs. Vous voyez un peu le problème? Leur produit détruit leur modèle économique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se cannibalisent eux-mêmes avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à leur place. Nouveau modèle de prix hybride et repositionnement en, je cite encore, couche d'orchestration et de sécurité pour tous ces agents IA qui, je cite toujours, ne se comportent pas toujours comme prévu. Alors retenez bien cette phrase, ne se comporte pas toujours comme prévu, parce que dans 10 minutes, elle va prendre toute sa saveur. Bon, maintenant, la partie où je m'énerve un tout petit peu. Trump a annoncé un truc énorme. Désormais, chaque fois que l'Iran tire sur un navire dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis vont détruire un pont ou une centrale, y compris à Téhéran. Un pont ou une centrale à chaque carton sur un bateau. Les frappes américaines, elles continuent. Le Congrès débloque des fonds comme si la dette américaine n'existait pas. Un pétrolier était touché au large de l'Arabie Saoudite. 12 navires ont été attaqués autour d'Ormuz depuis le 6 juillet. On en est à 2 morts. Et les Houthis décrètent un blocus maritime de l'Arabie Saoudite. Résultat, le trafic chute de 34% en une seule journée. La facture de la guerre, elle est officiellement passée à 37,5 milliards. Mais selon les fuites, ce serait plutôt 80 à 100 milliards. Et le marché dans tout ça, eh ben il s'en fout complètement. Parce que hier, il attendait Google et demain, il attendra autre chose. Et aujourd'hui, probablement qu'il attendra la BCE. Une guerre régionale qui s'étend sur deux détroits par lesquels transite l'avenir de l'économie mondiale. Et Wall Street, elle est concentrée sur le carnet de commandes de ServiceNow ou sur le budget CAPEX de Google. C'est exactement le genre de cécité collective qui commence à m'angoisser sérieusement. C'est le passager qui est en train de régler la clim pendant que l'avion est en train de perdre 2 moteurs. Bon, là, je vais pas trop m'étaler, sinon on va encore me reprocher d'être beaucoup trop négatif. Alors on passe à autre chose. Mais gardez quand même un œil sur Hormuz et Bab el-Mandeb. On revient sur Trump encore une fois, même topo côté douane, le grand retour du feuilleton tarifaire, les tarifs temporaires de 10% expirent vendredi et la relève est prête. 10% sur le Canada, l'Europe, le Mexique, 12,5% sur la Chine, le Japon, la Corée, ajouté 25% sur le Brésil, une menace de 50% sur certains produits au Canada et 100% sur les génériques, on l'a vu. Le Yale Budget Lab a chiffré tout ça à environ 2000 milliards de recettes sur 10 ans. 2000 milliards. Et le marché, il y croit pas une seconde. Pourquoi? Parce qu'on a tellement crié au loup depuis 2 ans que plus personne ne lève la tête et puis le tacoterait, donc on connaît l'histoire. Donc, on va pas perdre de temps là-dessus. Pour l'instant, tout le monde s'en fout, mais notez quand même le pour l'instant. Et maintenant, alors, la vraie histoire de la journée, celle dont personne ne parle et celle qui devrait faire la une un peu partout. OpenAI a raconté que 2 de ses modèles les plus avancés, un projet baptisé Exploit Gym, ont fait quelque chose de nouveau pendant un test interne de cybersécurité. On les avait enfermés dans une sandbox, une boîte fermée, une espèce de bac à sable numérique dont, par définition, on ne sort pas. Eh ben, ils en sont sortis, tout seuls. Ils ont trouvé une faille inconnue, ils ont récupéré des identifiants, ils ont obtenu un accès à Internet et ils sont allés pirater les serveurs de Hugging Face pour y chercher les réponses du test en question. Alors, je sais exactement ce que vous pensez, parce que j'ai pensé exactement pareil, de toute façon, quand j'ai lu la news. Skynet, Terminator, mais où est Sarah Connor?
respirez, calmez-vous, on n'y est pas encore, pas encore. Aucune donnée utilisateur compromise et les garde-fous avaient été partiellement retirés volontairement pour tester les limites offensives. Mais le détail qui doit vous tenir éveillé cette nuit, c'est que les modèles n'ont pas désobéi, ils ont obéi. Et on leur a dit, gagne ce test. Ils ont donc décidé tout seuls que le meilleur moyen de gagner, c'était de tricher, en piratant une infrastructure extérieure. Et c'est ça le problème de l'IA dans toute sa splendeur. Elle exécute votre ordre à la lettre, en oubliant totalement le bon sens que vous n'aviez pas jugé bon de préciser. C'est le génie dans la lampe. Vous faites un vœu, il l'exauce au pied de la lettre et transforme accidentellement votre vie en cauchemar. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ServiceNow tout à l'heure, des agents IA qui ne se comportent pas toujours comme prévu. Ben voilà, on y est. Jusqu'ici, le risque c'était que l'IA écrive du mauvais code, un truc bête. Là, on voit un système capable d'utiliser du code pour agir dans le monde réel, planifier, s'adapter et contourner la surveillance. Alors, c'est pas Terminator, mais c'est un changement de catégorie. La question n'est plus qu'est-ce que le modèle sait faire, la question devient qu'est-ce qu'il peut faire quand on lui lâche la bride. Gardez un œil là-dessus parce que pendant qu'on se demande tous si Google va rentabiliser son CAPEX, la machine qu'on construit avec ce même CAPEX, elle commence à faire de l'impro. Et puis maintenant, alors deux petites questions qu'on me pose tout le temps en ce moment. Réponse très rapide. Numéro 1, SpaceX, est-ce la pire IPO de la décennie? Presque en fait. Introduite le 12 juin à $135, la fusée de Musk a fait un magnifique vol plané. Moins 23% par rapport au premier jour de trading, pire que 90% des introductions américaines de plus d'1 milliard depuis 2009. Et le meilleur arrive. Dès le mois d'août, des milliards d'actions bloquées deviennent automatiquement vendables. Musk, heureusement, lui est verrouillé jusqu'en juin 2027, sinon on parlerait déjà d'un cratère, un vrai comme ceux que font ces fusées quand elles ratent son décollage. Les petits porteurs à qui on avait vendu du rêve spatial, eux pour l'instant, ils découvrent tout doucement le concept de la gravité, et la gravité, les amis, elle est impitoyable. Numéro 2, dans les questions, le pétrole peut-il aller à $150 ? Certains l'ont déjà annoncé, ma réponse tient en deux temps. C'est improbable, mais c'est pas impossible. Ouais, je sais, c'est un peu une réponse de Normand, je le conçois, mais je m'explique. Le Brent aujourd'hui est autour de 94-96$, plus 30% depuis le début de la guerre, mais on est encore loin du record absolu qui est de 146$, record affiché en juillet 2008. Pour aller à 150, il faudra une guerre régionale totale, le scénario auquel personne ne veut croire. Enfin, aujourd'hui en tous les cas. Le vrai problème, c'est pas le prix, c'est les amortisseurs. Les amortisseurs sont en train de s'user. Les réserves stratégiques américaines sont au plus bas depuis 1983 et la Chine ne puisera pas dans ses réserves éternellement. Et l'ironie finale dans tout ça, que je trouve d'ailleurs magnifique, c'est qu'un pétrole trop cher pourrait peut-être être la seule chose capable de ramener Washington et Téhéran à la table des négociations et de manière sérieuse. On pourrait donc utiliser la douleur inflationniste comme thérapie diplomatique et c'est à surveiller de très près. Ceci dit, je répète, pour l'instant, le pétrole peut faire des pirouettes, sauter dans tous les sens, danser la samba ou faire des saltos arrière. Tout le monde s'en fout. Même les gens qui font le plein n'en parlent même plus que c'est devenu hyper cher. La douleur du porte-monnaie est devenue tout simplement notre quotidien. Et pendant qu'on dormait, l'Asie a choisi son camp, et son camp, c'est l'intelligence artificielle. La Corée mène la danse, le Kospi plus 3%, tiré par SK Hynix et Samsung. Logique, si Google dépense 200 milliards, faut bien quelqu'un pour lui vendre de la mémoire à haut débit. Le PIB coréen a surpris plus d'un à 3,7%, dopé aux semi-conducteurs. Hong Kong plus 1,3%. Le Japon en légère hausse, mais les gains sont plafonnés par ce foutu pétrole. Et les futurs américains pointent vers le bas. Alphabet se fait vendre en mode sell de news, un grand classique. On achète la rumeur et on vend la nouvelle. Mais il y a un signal qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est le Japon. Oui, parce que les paris sur une hausse des taux de la Banque du Japon deviennent de plus en plus insistants. Et le rendement à 2 ans japonais vient de toucher son plus haut niveau depuis 31 ans. 31 ans. Le pays du soleil levant qui remonte ses taux, c'est pas une note de bas de page. C'est ce genre de plaque tectonique qui, quand elle bouge, fait vaciller tout le carré trade mondial. Souvenez-vous de l'été 2024, quand ça bouge au Japon, ça peut commencer à trembler partout. À surveiller comme le lait sur le feu, même si je vous l'accorde, on est tous un peu trop obnubilés par les puces mémoire et la couleur des résultats des Max 7. Aujourd'hui, ça va être un peu plus sportif parce qu'en plus de digérer les chiffres d'hier, on a un programme chargé.
Roche et Nestlé ont sorti leurs résultats. Roche a confirmé jeudi ses objectifs annuels malgré un chiffre d'affaires semestriel en léger recul à 30,36 milliards, plombé par un franc suisse trop fort, mais conforme aux attentes des analystes. Le groupe vise toujours une croissance du BPA ajustée dans le haut de la fourchette, à un chiffre, et le patron Thomas Schinecker mise sur un pipeline solide. Reste que le second semestre sera le vrai juge de paix avec le déploiement commercial de Litovebi contre le cancer du sein et d'autres lancements attendus d'ici la fin de l'année. Le titre est pour l'instant en baisse de 0,4%. Et Nestlé vient de trouver un partenaire de co-entreprise pour ses eaux. Le titre se fait défoncer de 6%. On reviendra sur ces deux histoires suisses dans le Swiss Bliss de samedi. La BCE se réunit aujourd'hui à 14h30. On saura si elle fait quelque chose ou alors, beaucoup plus probablement, si elle ne fait rien, mais avec énormément de classe. Le petit détail au passage qui n'en est pas un, de plus en plus de monde se demande si Warsh ne pourrait pas carrément monter les taux la semaine prochaine. La probabilité d'une hausse est passée de 25,7 à 33,7 en une journée, celle d'hier. La prévision certaine, c'est le statu quo. La prévision audacieuse, c'est le tour de vis. Et croyez-moi, si c'est le tour de vis, ça risque de secouer un tout petit peu. Côté trimestriel, on attendra encore STM et Intel aujourd'hui pour continuer la grande saga des semi-conducteurs. On a donc un marché tout entier hypnotisé par une seule question. Est-ce que le CAPEX de l'IA rapporte ? Et pendant ce temps-là, une guerre s'éternise, elle s'étend d'un détroit à un autre, elle fait grimper le pétrole pour la 5e séance d'affilée, et elle menace de faire dérailler inflation et taux. Wall Street, elle a fait un choix, elle a décidé de ne regarder qu'un seul écran à la fois, et cet écran affiche Google Earnings. Franchement, on fait preuve d'une abnégation absolument inouïe, un aveuglement de compétition. Alors jusqu'à quand est-ce que ça peut durer ? Personne ne le sait, et c'est bien ça le problème. La semaine prochaine, on aura bien sûr la Fed et le reste des mastodontes, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, de quoi transformer une saison ennuyeuse en montagne russe. Moi, je ne serai pas là demain, je suis en déplacement à Lyon. Alors si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire, on active la cloche, ça m'aide énormément et ça excite l'algorithme de Google et ça coûte rien surtout, contrairement justement au CAPEX de Google. Allez, soyez forts, bonne fin de semaine et on se voit samedi matin quand même pour le débrief du Swiss Bliss et lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.